Bonjour à tous et à toutes. Alors que la France s'apprête à vivre l'une des compétitions sportives les plus importantes de son histoire, l'engouement populaire et les enjeux économiques portés par les Jeux olympiques ne sont pas sans susciter quelques appétits, sinon quelques comportements déviants qui n'ont pas manqué d'interpeller la communauté des juristes. Car si les partenaires et les sponsors officiels disposent de nombreux privilèges en matière de communication, il en va tout autrement des autres opérateurs économiques qui souhaiteraient s'emparer de cet événement. Ces derniers auront à souffrir de nombreuses règles contraignantes qui présentent autant de risques pour ceux et celles qui tenteraient de les contourner. Cette conférence, ainsi intitulée Surfer sur les Jeux olympiques, attention aux risques, appelle donc à la vigilance. Comment? Eh bien simplement en mettant en lumière les règles applicables en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la concurrence déloyale au sujet de la communication initiée par les entreprises en période de Jeux olympiques. Vous l'aurez compris, après les nombreuses journées d'études qui ont été consacrées ces derniers mois à l'engouement des JO en droit, c'est donc une perspective tout à fait originale et un format inédit que vous livreront les organisateurs de l'équipe Epitool, qui, je me permets de le rappeler, est l'équipe de recherche en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies de l'Université de Toulouse-Capitole, équipe qui est hébergée par le Centre de droit des affaires. Cet événement clôture d'ailleurs le cycle de conférences intitulé Le droit dans la promotion des sports, cycle qui aura ainsi permis d'explorer les nombreuses questions suscitées par la Coupe du monde de football en 2022, par la Coupe du monde de rugby en 2023, ainsi que désormais par les Jeux olympiques de 2024. Aussi, je tenais à remercier chaleureusement chacun des participants de ce cycle et accueillir ceux qui ont accepté, pour ce webinaire, de nous éclairer sur les principaux enjeux portés par l'organisation de ces Jeux, ainsi que des athlètes qui y sont associés. Permettez-moi donc de vous les présenter, ainsi que l'objet de ces contributions à venir. Nous entendrons d'abord Monsieur Laurent Novak, conseiller en propriété industrielle, associé du cabinet Placero, qui interviendra sur la protection des propriétés olympiques et paralympique en France. Et assurément, son expertise en lien avec le comité olympique servira à l'analyse. Puis viendra le tour de Monsieur Pierre Favilli, conseiller en propriété industrielle du cabinet Strato IP, mais également enseignant du master propriété intellectuelle de l'Université Capitole, d'intervenir alors sur les actes de parasitisme. J'ajoute que Pierre Favilli est à l'origine de ce cycle de conférences ainsi que de l'événement de ce jour, et j'en profite d'ailleurs pour le remercier pour le dynamisme qui le caractérise. Enfin, nous aurons le plaisir d'écouter Maître Alexandre Minot-Chartier, avocat du cabinet Veil-Jourde, qui nous présentera les problématiques qui sont cette fois-ci en lien avec l'image des athlètes. Le format de ce webinaire est innovant, c'est un format court certes, mais pour ceux et celles qui seraient éventuellement frustrés par ce format qui est volontairement opérationnel, soyez rassurés, puisque cet événement donnera lieu à la publication d'un article au Dalloz qui permettra donc aux contributeurs de développer leurs pensées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire en donnant la parole à Monsieur Laurent Novak. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Hélène et merci à Pierre et merci également à l'Université Toulouse-Capitole d'organiser pour cette invitation et pour l'organisation de cette conférence. Pour ma part, donc, je vais vous parler aujourd'hui de la protection spéciale de ce qu'on appelle les propriétés olympiques et paralympiques en France, une protection qui est au cœur des enjeux de l'organisation des Jeux de Paris 2024. Alors, je vais afficher ma présentation, mon support. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. C'est bon. Merci. Tout d'abord, donc, il me semble important de rappeler pourquoi la protection de la propriété intellectuelle est essentielle à l'organisation de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques. Et la raison, c'est parce qu'elle en permet en grande partie le financement. Alors, pour vous donner quelques chiffres, un événement comme les Jeux, qui va rassembler pas loin de 4 milliards de téléspectateurs et près de 10 millions de spectateurs sur site, ça représente un budget d'environ 4 milliards d'euros, qui est financé à plus de 97% par des ressources privées. Et un tiers de ces 4 milliards provient d'une part de la vente de produits de merchandising, bien évidemment, ce qui donc nécessite de pouvoir octroyer des droits aux licenciés, des licences, mais aussi et surtout des partenariats.
Alors, il y a à ce jour 14 top partenaires du CIO, Allianz, Omega, Toyota par exemple, qui sont donc des partenaires récurrents de toutes les Olympiades, et 64 partenaires et supporters officiels de Paris 2024, parmi lesquels BPCE, Danone ou encore LVMH, et qui ont donc la possibilité et l'exclusivité de pouvoir associer leur propre marque à ces assets extraordinaires que sont les propriétés olympiques et paralympiques. Protéger cette exclusivité, qui est bien évidemment la contrepartie des montants versés par les partenaires au CIO et à Paris 2024, c'est donc primordial pour qu'un événement comme les Jeux puisse avoir lieu, et ça justifie une protection particulière. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter brièvement le fonctionnement de ce qu'on appelle le mouvement olympique. Alors, le chef d'orchestre du mouvement olympique, c'est le Comité international olympique, le CIO, dont l'une des missions est de coordonner les rapports et les actions de tous les membres qui composent le mouvement olympique, à savoir les comités nationaux olympiques, les CNO, les fédérations internationales, les athlètes, les comités d'organisation, les COJO en temps d'Olympiade. En France, le CNO qui représente donc le CIO sur le territoire français, c'est le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Alors, tous ces acteurs, ils sont organisés autour d'un texte fédérateur, la Charte olympique, dont la première version avait été écrite en 1898 par le baron Pierre de Coubertin, et qui est la codification des principes fondamentaux de l'olympisme, des règles et des textes d'application adoptés par le CIO. Concernant le mouvement paralympique, c'est l'International Paralympic Committee, donc l'IPC, qui est l'équivalent du CIO, et le Comité paralympique sportif français, le CPSF, qui est l'équivalent du CNOSF. Je suis désolé, ça fait beaucoup d'acronymes, mais vous allez vous y habituer. La charte olympique, elle nous dit plusieurs choses intéressantes. Elle nous dit tout d'abord, à la règle 7.2, que les Jeux olympiques sont la propriété exclusive du CIO, qui est titulaire de tous les droits s'y rapportant. Elle nous dit aussi, à la règle 7.4, et c'est donc la première définition des propriétés olympiques, que le symbole, le drapeau, la devise, l'hymne, les identifications, y compris mais sans s'y restreindre, Jeux olympiques et Jeux de l'Olympiade, les emblèmes, la flamme et les flambeaux olympiques, pourront, par commodité, être collectivement ou individuellement désignés par l'expression propriétés olympiques. Elle nous dit également, concernant le rôle des comités nationaux olympiques, que chaque CNO prendra des mesures pour interdire tout usage des propriétés olympiques qui serait contraire aux règles de la charte. Il entreprendra aussi d'obtenir la protection des propriétés olympiques du CIO. En France, c'est donc le CNOSF qui, en temps normal, assure la défense des propriétés olympiques. Elle nous dit aussi, cette charte, que lorsque la candidature d'une ville est retenue par le CIO pour l'organisation d'une Olympiade, alors l'hôte des Jeux olympiques sera responsable de la mise en place d'un comité d'organisation, un COJO, pour l'organisation des Jeux, conformément au contrat de ville hôte. C'est donc pour cette raison qu'un COJO, le COJO Paris 2024, a été créé, et sa mission est d'organiser, de financer et de livrer les Jeux olympiques avec le soutien du CIO et dans le respect du contrat de ville hôte. Le contrat de ville hôte, c'est la convention qui lie la ville hôte, et donc la ville de Paris, le CIO, le CNOSF et le COJO, et dont le but est d'établir les règles qui vont permettre d'organiser les Jeux. Ce contrat de ville hôte, il précise dans ses conditions opérationnelles qu'il appartient au COJO de protéger toutes les propriétés olympiques dans le pays hôte et de protéger les partenariats du COJO et du CIO en assurant la protection de l'investissement des partenaires de marketing olympique et des licenciés. Ce qui implique donc essentiellement de faire face et d'empêcher la vente de contrefaçon et le marketing sauvage. Mais alors, en pratique, comment sont protégées ces propriétés olympiques et paralympiques en France ? Eh bien, vous allez voir que ces propriétés olympiques, elles disposent d'une triple protection. Et tout d'abord, elles sont protégées de façon très classique par des droits de propriété intellectuelle et en particulier des marques. Alors, au niveau de l'Union européenne et à l'international, ces propriétés olympiques, elles sont protégées par des marques qui appartiennent essentiellement au CIO et de façon marginale à l'IPC. Et on a par exemple donc, des marques de l'Union européenne ou internationale olympique avec un C,
olympiades, des marques qui portent sur les anneaux olympiques ou encore sur les agitos, qui sont le symbole paralympique, et des marques qui portent notamment sur sur les emblèmes des différentes éditions des Jeux olympiques, donc Beijing 2022, Paris 2024, ou encore les éditions à venir, Milan-Cortina 2026 ou Los Angeles 2028. Pour ses propres besoins, le COJO Paris 2024 est également titulaire de nombreuses marques et de modèles qui portent sur certaines des propriétés olympiques, mais exclusivement pour les Jeux dont il a la charge et qui lui sont donc nécessaires pour mener à bien ses missions. On a donc notamment une protection sur la marque dite millésime, ville plus année et sa variante stylisée, les emblèmes olympiques et paralympiques, le slogan « Ouvrons grand les Jeux » et sa traduction anglaise « Games Wide Open », les mascottes dénommées les friges, ou encore un modèle, par exemple, sur la torche. En plus d'une protection classique par les marques, il faut savoir que certaines des propriétés olympiques ont été reconnues par les tribunaux français comme bénéficiant d'une protection élargie en tant que marque d'usage notoire sur le fondement de L713.5 du CPI. C'est le cas donc notamment pour le sigle JO, pour les termes Jeux olympiques et l'adjectif olympique, et enfin le logo des anneaux olympiques, donc les fameux 5 anneaux entrelacés. Mais la spécificité des propriétés olympiques et paralympiques, c'est qu'en plus donc, de pouvoir être protégées par des marques ou d'autres droits de propriété intellectuelle de façon très traditionnelle, elles sont par ailleurs protégées par des dispositions spéciales qui sont prévues dans le Code du sport. Alors, ces dispositions spéciales, elles ne sont pas récentes, puisqu'elles sont apparues il y a près de 40 ans, avec la loi du 16 juillet 84 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui, à son article 19, prévoyait que le CNOSF est dépositaire du symbole olympique, un petit peu comme le gardien de la chose, et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Ces dispositions, elles ont subi une évolution importante en 2000, puis surtout, elles ont fait l'objet d'une refonte majeure en 2018, donc un an après que la candidature de Paris ait été retenue par le CIO, puis d'une dernière évolution en 2022 qui est venue clarifier le rôle du COJO dans la défense des propriétés olympiques et qui a étendu leur protection à leur traduction. Vous pouvez donc voir ici la version actuelle des articles L141.5 et L141.7 du Code du sport, le premier donc relatif aux propriétés olympiques et le second aux propriétés paralympiques, et qui précise donc que le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympique, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux olympiques, du millésime Ville plus année, des termes Jeux olympiques, olympisme, olympiade et du sigle JO. Et côté paralympique, c'est le sigle JP qui est protégé. Et enfin, des termes olympiques, olympiens et olympiennes, sauf dans le langage courant, dans le langage commun, pour un usage normal, excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial, ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique. Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au 1 ou leur traduction sans l'autorisation du CNOSF ou de Paris 2024 est puni des peines prévues aux articles L716.9 à L716.13 du CPI. Mais alors, qu'est-ce qui en fait des dispositions spéciales et extraordinaires ? Eh bien, ces dispositions, elles donnent une protection autonome, opposable à tous, erga omnes, à des signes à la fois verbaux et figuratifs, et cela en l'absence de tout titre de propriété industrielle. Il n'y a donc pas d'analyse de risque de confusion, pas de principe de spécialité, mais uniquement une comparaison des signes. Pas besoin non plus de démontrer une exploitation injustifiée. Et puis, ça signifie aussi qu'on peut invoquer ses droits sans avoir à en prouver l'usage sérieux et donc sans craindre la déchéance. On a donc en quelque sorte une protection absolue et le simple fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier ces termes et ces signes suffit à engager la responsabilité de l'auteur. Mais alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, tout d'abord, en invoquant d'une part ces marques et surtout les dispositions du Code du sport, Paris 2024 a, par exemple, obtenu en un peu plus de 2 ans près d'une soixantaine de retraits volontaires de demandes de marques qui portaient atteinte aux propriétés olympiques, comme par exemple des demandes de marques que vous voyez ici, Jeux olympiques du cinéma, Olympiade du notariat, Jeux olympiques, Génération JO, ou encore des marques semi-figuratives, 24 pour tous, tous pour un, avec donc des personnages qui formaient les anneaux, Olympians ou encore Olympique Nutrition. De façon plus intéressante encore, l'un des premiers remparts contre les atteintes aux propriétés olympiques, eh bien, c'est l'INPI. L'INPI qui saisit en effet des dispositions spéciales du Code du sport pour rejeter des demandes de marque dès lors qu'elles contiennent une reproduction d'une propriété olympique. Dans les cas que vous voyez ici, l'atteinte elle est évidente, comme par exemple Olympiade de sciences de l'ingénieur, King Paris 2024, Jeux olympiques Tokyo 2021, qu'une personne avait pensé pouvoir déposer lorsqu'il a été décidé de décaler les Jeux de Tokyo 2020 en 2021 suite à la crise sanitaire, ou encore le Petit Olympien. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que l'INPI ne se contente pas de rejeter dans les cas d'atteinte les plus évidents et se saisit également de la possibilité qui lui est offerte par la rédaction de L141.5 et L141.7 du Code du sport pour baser ses rejets sur une imitation ou la traduction d'une propriété olympique. Et par exemple, donc, ont été rejetées les demandes de marque Olympique 2024 avec un C, qui est la traduction anglaise de Olympique QUE, Tokyo 2021, qui est l'imitation de Tokyo 2020, Olympico, qui a été considéré comme étant une imitation de Jeux olympiques, ou encore, et bien que le jeu de mots soit amusant, les vieux olympiques. Comme je vous l'ai dit précédemment, les propriétés olympiques, donc, elles disposent d'une protection miroir, d'une part par les dispositions du Code du sport et d'autre part par des marques. Alors, ces marques, elles sont essentielles à la protection des propriétés olympiques, puisqu'il n'est pas possible de former opposition sur la base des dispositions du Code du sport. Le CIO, le CNOSF et Paris 2024 engagent donc régulièrement des oppositions sur la base de leurs marques. Et comme vous pouvez le voir ici, on a donc une jurisprudence qui montre la protection assez étendue que l'INPI reconnaît à la marque olympique avec un C. Et on a donc des décisions d'opposition qui ont conclu à un risque de confusion entre cette marque olympique et des marques qui incluaient le radical Olympe, comme Olympe Wellness, Olympe Events, l'Olympe Club, Olympe Fit ou encore Olympium. Concernant les anneaux olympiques, l'INPI a retenu que la demande de marque Sobisport, avec 3 anneaux entrelacés, constituait l'imitation de la marque antérieure qui porte sur les anneaux olympiques. Et aussi, concernant la marque Olympiade, que la demande de marque Olympac constituait l'imitation de la marque antérieure semi-figurative Olympiade avec les anneaux. Alors, dans cette décision, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'INPI considère que les similitudes visuelles et phonétiques entre les termes Olympiade et Olympac sont renforcées par les similitudes visuelles des éléments figuratifs. Et l'INPI nous dit que si les formes géométriques entrelacées sont distinctes de celles de la marque antérieure, carré pour le signe contesté, rond pour la marque antérieure, il n'en demeure pas moins que ces éléments figuratifs se rapprochent par leur style et présentation, et qu'associés à l'élément verbal Olympac, ils sont susceptibles d'évoquer les Jeux olympiques. On a donc ici aussi une protection relativement étendue des anneaux à d'autres formes géométriques, et cette approche a d'ailleurs été confirmée par les tribunaux dans une autre affaire dans laquelle on avait 5 cœurs entrelacés. Mais au-delà des dépôts de marque et du contentieux administratif, la plupart des atteintes qu'on constate aujourd'hui, eh bien, elles sont réalisées sur Internet et en particulier les réseaux sociaux. Voici donc le type d'atteinte qu'on peut voir sur les réseaux tels que Facebook, Instagram ou encore LinkedIn. Alors, on a des marques d'agroalimentaire qui déclinent les anneaux olympiques sous diverses formes. Un apéro olympique avec des ramequins disposés en forme d'anneaux. On a des onion rings entrelacés pour une marque de pizza, des capsules de différentes couleurs pour une marque de bière corse. On a des sociétés qui organisent des olympiades en tout genre, ici les olympiades de l'immobilier, ou encore des codes promo comme Beijing 2022 dans le cas présent, là, qui permettaient d'obtenir une réduction. On a même des clubs échangistes qui organisent des épreuves probablement sportives, dans le cadre de Jeux olympiques un peu spéciaux, mais qui, même si ça peut faire sourire, peuvent en ternir l'image.
Et enfin, on a des messages commerciaux du type « Nos entreprises sont en piste pour la médaille d'or » ou des messages de soutien, supporters de tous les bleus, avec des hashtags explicites, hashtag Jeux Olympiques, hashtag JO ou encore hashtag Paris 2024, et associés à des visuels qui, en règle générale, illustrent la saison des Jeux concernés. Bref, autant d'utilisations non autorisées des propriétés olympiques qui entraînent évidemment une réaction immédiate et qui peuvent avoir des conséquences financières importantes. Alors, je ne sais pas qui est dans le public, mais en tout cas, à vous, avocats, CPI, qui conseillez vos clients, à vous, juristes d'entreprise qui validez les campagnes de vos sociétés, on sait tous que c'est Kevin, le petit stagiaire du marketing, qui a eu cette brillante idée et qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, mais prudence. Prudence parce que pour de simples posts sur les réseaux sociaux et de surcroît des posts qui sont identifiés très rapidement, on a des sanctions qui peuvent être assez lourdes. Ça a notamment été le cas donc, pour les sociétés Sixt, le loueur de voitures en 2020, et pour le CIC et le site Pixmania en 2019. Alors, dans le cas de Sixt, on parle de 2 publications sur Twitter et Facebook. C'est parti pour les Jeux Olympiques, hashtag Jeux Olympiques, hashtag JO 2018, dans le cadre d'un jeu qui invitait les internautes à désigner les athlètes qu'ils voulaient voir gagner. Dans le cas du CIC, on a également seulement 2 publications sur Twitter et sur Facebook avec la phrase « En route pour les JO d'hiver », hashtag Pyeongchang 2018. Et on a aussi la trace d'une publication ancienne, JO 2016, « Si tu vas à Rio », avec un visuel d'une flamme aux couleurs du Brésil. Enfin, dans le cas de Pixmania, on a des bannières promotionnelles sur le site pixmania.fr pendant les Jeux de Rio 2016, avec des anneaux et un claim, des deals en or, associés à une flamme avec des renvois vers les comptes Facebook et Twitter de Pixmania. Dans ces 3 cas, le CNOSF, qui agissait à l'époque, invoque d'une part des atteintes à ces marques notoires, donc sur le terrain de L713.5 du CPI, et aux propriétés olympiques sur le fondement de L141.5 du Code du sport. Et d'autre part, des faits distincts de parasitisme sur le fondement de 1240 du Code civil. Dans ces 3 décisions, le tribunal reconnaît systématiquement le statut de marque notoire aux signes Jeux Olympiques et JO. Et ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'il mélange un petit peu les fondements de L713.5 et L141.5, et bien que ce soit 2 fondements distincts, condamne Sixt, le CIC et Pixmania à verser de façon globale au CNOSF les sommes de 20 000 € pour Sixt et de 10 000 € pour le CIC et Pixmania en réparation du préjudice résultant de l'atteinte donc aux propriétés olympiques sur le fondement de L141.5 et L713.5 du CPI. De façon systématique aussi, le tribunal, donc, qui condamne ces sociétés sur le terrain de 1240 pour des faits distincts de parasitisme, et ordonne qu'elles versent au CNOSF les sommes de 10 000 € pour Sixt et le CIC et 5 000 € pour Pixmania. Pour des publications qui sont donc restées visibles en ligne quelques jours, quelques semaines seulement, on a donc systématiquement des condamnations qui vont entre 15 et 30 000 €, ce qui fait un peu cher la publication. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que si vous n'êtes pas partenaire officiel ou licencié de Paris 2024, alors abstenez-vous de toute communication sur les Jeux ou même évoquant les Jeux, et ne pensez pas qu'il vous est possible de communiquer en tant qu'entreprise sur un événement comme les Jeux au prétexte qu'il s'agit d'un sujet d'actualité. C'est en effet un argument qu'on entend de façon quasi systématique en défense, mais les tribunaux ont confirmé, en particulier dans la décision de 2020, donc CNOSF, 2019, pardon, CNOSF contre CIC, 2 choses, et je conclurai là-dessus, 2 choses qui me semblent particulièrement intéressantes de relever. La première, c'est que dans cette décision, les juges confirment le régime particulier de protection des propriétés olympiques et nous disent que le sigle JO bénéficie, comme les autres propriétés olympiques, d'un régime de protection autonome et absolu. Il n'est dès lors pas nécessaire pour le CNOSF de démontrer l'existence d'une exploitation injustifiée ou d'un risque de confusion pour que l'acronyme JO puisse bénéficier de la protection prévue par l'article L141.5 du Code du sport. La seconde, et c'est probablement la seule exception qui existe à cette protection si spéciale des propriétés olympiques, concernant donc l'argument en défense du CIC, qui était de dire que ces publications relevaient du droit à l'information, eh bien, les juges nous disent, si les Jeux olympiques sont un événement mondial à caractère
exceptionnel auquel il peut être fait référence dans le cadre de la liberté d'expression et d'information. Il y a lieu de considérer que le CIC, qui exerce une activité commerciale de services bancaires et d'assurance, n'a pas vocation à communiquer sur l'actualité générale ou dans un but d'intérêt général sur ses comptes Twitter et Facebook, qui sont destinés à assurer sa visibilité sur les réseaux sociaux. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le CIC a violé les dispositions de L141.5 du Code du sport en maintenant accessible sur son compte Twitter le message relatif aux Jeux Olympiques qu'il avait publié. Merci. Merci, Monsieur Novak, pour ces rappels utiles, hein, forcément. Merci également pour cette cartographie que vous nous avez livrée des mécanismes de protection qui sont offerts par le Code du sport ou le Code de la propriété intellectuelle. Mais lorsque l'un ou l'autre n'y satisfait plus, justement, eh bien vient le tour pour Pierre Favilli d'aller justement rechercher des solutions sur le terrain du parasitisme. Pierre, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien, tout va bien. Parfait, merci. Bonjour à tous. Donc, en ce qui me concerne, je vais aborder les actes de parasitisme dans le contexte des Jeux olympiques. Comme on a pu le voir avec Laurent Novak, les contrats de partenariat sportif sont évidemment essentiels au financement et donc à l'organisation des Jeux. Il existe différentes catégories de partenariats qui offrent des privilèges variés, mais l'on peut retenir qu'ils sont évidemment coûteux. Citons par exemple le cas de LVMH qui, pour devenir partenaire premium de cette édition des Jeux de Paris 2024, a déboursé environ 150 millions d'euros. Évidemment, tous les opérateurs économiques ne peuvent pas dépenser de telles sommes, mais bon nombre d'entre eux souhaitent pour autant pouvoir surfer sur la vague des Jeux olympiques, en faisant appel donc à une technique commerciale particulière qui est celle de l'embouche marketing ou du marketing d'embuscade. L'embouche marketing consiste donc pour un opérateur économique à profiter d'un événement, qu'il soit sportif ou culturel, afin d'y associer son image et se rendre visible auprès du public, sans pour autant rétribuer l'organisateur de cet événement. Les exemples sont potentiellement nombreux. Citons premièrement le cas de Beats, qui s'est illustré à l'époque des Jeux Olympiques, mais également de la Coupe du Monde de football 2014, qui a eu lieu au Brésil, en distribuant gratuitement des casques aux joueurs qui les arboraient donc à proximité des lieux de compétition. Cela a contribué à offrir une grande visibilité à Beats au détriment de Sony, qui était pourtant partenaire officiel donc, de la Coupe du Monde de football, ce qui a justifié une mesure de la part de la FIFA qui a interdit le port des casques Beats de la part des joueurs. Autre exemple, celui de Yohan Blake, qui est le deuxième coureur le plus rapide du monde après Usain Bolt, qui a pris le départ aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 avec à son poignet une montre Richard Mille à tout de même 500 000 $, faisant ainsi de l'ombre à Omega, pourtant partenaire officiel des Jeux Olympiques, et vous l'imaginez, à grands frais. Paddy Power est un site de paris sportifs britannique qui est également spécialiste des actes d'embouche marketing. Un premier cas lors de l'Euro 2012 avec ce joueur de football que vous pouvez voir à gauche, un joueur danois qui, après avoir marqué un but, a donc dévoilé un boxeur, Paddy Power. Sanction immédiate pour le joueur qui a été suspendu d'un match et a dû payer une amende de 100 000 euros. Autre cas qui a été mené par Paddy Power, c'est cette affiche que vous pouvez voir à droite de l'écran et qui a été dévoilée dans l'aéroport de Londres à l'époque des Jeux Olympiques de Londres et qui fait état du soutien apporté par Paddy Power au plus grand événement sportif organisé dans la ville de London, mais London n'étant pas ici la capitale du Royaume-Uni, mais une petite ville française située en Saône-et-Loire. Exemple suivant, le cas des Bavaria Girls, donc aux couleurs d'une société spécialisée dans la bière, la société Bavaria. La société a donc décidé, à l'époque de la Coupe du Monde de football qui s'est déroulée en Afrique du Sud, d'animer les tribunes via ces Bavaria Girls qui ont suscité un certain émoi et un certain engouement,
à l'origine de ventes très fructueuses pour la société Bavaria, qui a largement devancé en termes de résultats la société Budweiser, pourtant sponsor officiel de la Coupe du Monde à l'époque. Ce cas est directement inspiré d'un autre cas français, celui-là, qui est le cas des Dim Dim Girls, donc de la marque de sous-vêtements Dim. De nouveau, des demoiselles donc dans les tribunes, cette fois-ci en sous-vêtements, afin de mettre en avant les produits de la société Dim, qui n'était pourtant pas sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby 2007 qui s'était déroulée en France. Et le cas des Dim Dim Girls constitue en France le premier cas d'embauche marketing qui a été condamné par la justice. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'embauche marketing n'est pas interdit par principe. L'embauche marketing sera condamnable dès lors qu'il s'assimile à des actes d'agissement parasitaire et l'action pourra être menée en même temps, donc une action en contrefaçon qui serait par exemple liée à la reproduction des propriétés olympiques ou de façon complètement indépendante si évidemment il n'y a pas reproduction de ces propriétés olympiques. L'embauche marketing pourrait être reconnue comme un acte d'agissement parasitaire et non pas comme un acte de concurrence parasitaire. Rappelons que la distinction tient au fait que l'acte d'agissement parasitaire ne suppose pas un rapport de concurrence entre les opérateurs en cause, ni de risque de confusion entre les produits et services et les activités qui sont respectivement proposées. Pour simplifier la lecture de la jurisprudence existante en France, disons qu'un acte d'embauche marketing est assimilé à un acte d'agissement parasitaire dès lors qu'il crée un lien dans l'esprit du public entre l'opérateur économique et l'événement auquel il se rattache. Nous allons donc aborder quelques décisions françaises, d'autant qu'il convient de noter qu'elles sont relativement peu nombreuses. Première décision liée à la reproduction du nom d'une compétition sportive, à savoir les internationaux de France, qui constituent en fait la dénomination officielle du tournoi de Roland-Garros. Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, les juges ont considéré que la reprise des termes internationaux de France par un site de paris sportifs pour mettre en avant des paris sportifs donc, qui étaient proposés sur le site Internet constitue un acte parasitaire qui se définit comme un comportement par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire. D'autres jurisprudences utilisent l'expression sans bourse déliée. Cette décision rappelle qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un rapport de concurrence entre les opérateurs en cause. Et élément intéressant, elle rejette aussi l'argument en défense du site de paris sportifs, selon lequel l'utilisation des termes internationaux de France constituait en fait une référence nécessaire, puisqu'elle ne pouvait pas désigner autrement des paris sportifs portant sur les internationaux de France, autrement qu'en utilisant les termes internationaux de France. Dans ce cas particulier, les juges ont considéré que la référence nécessaire ne pouvait pas être reconnue, puisque les textes utilisés par le site de paris sportifs permettaient également de mettre en avant d'autres paris, il y a d'autres compétitions, et donc avaient servi plus généralement à mettre en avant l'activité de la société défenderesse. Autre décision qui est liée à la reprise du nom d'un sélectionneur, à savoir du sélectionneur de l'équipe de rugby française. Alors, les amateurs de rugby reconnaîtront sur la publicité que vous voyez à droite de l'écran la référence au monde du rugby, évidemment avec l'utilisation du noir et de cette moustache directement inspirée du logo de l'équipe néo-zélandaise. Mais la référence porte bien à l'équipe de rugby française, donc au 15 de France, via les deux phrases que vous pouvez voir sur cette publicité. La première, allez Marc, rase-nous cette moustache. La deuxième, Wilkinson encourage Marc Yèvremont et le 15 de France pour leur finale.
Donc, Marc Lièvremont étant sélectionneur officiel de l'équipe de France à l'époque, les juges ont considéré que cette référence pouvait faire naître l'idée d'un partenariat entre la Fédération française de rugby et la société Wilkinson et considèrent que cette publicité constitue un acte de parasitisme. Les juges relèvent également le contexte dans lequel a été dévoilée cette publicité, à savoir la veille de la finale de la Coupe du Monde. Et les éléments de contexte, les dates de publication des publicités, constituent un élément véritablement important quant à la qualification d'un acte d'embauche marketing en tant qu'acte d'agissement parasitaire. Autre décision tenant à la reprise des couleurs olympiques. On a vu tout à l'heure avec Laurent Novak que les anneaux olympiques constituaient une propriété olympique, mais qu'en est-il des couleurs en tant que telles? Les juges ont considéré dans cette décision du tribunal de grande instance de Paris que la reprise des couleurs, bien que n'étant pas présentée sous forme d'anneaux, mais reprise dans le même ordre, pouvait constituer un acte de parasitisme dès lors qu'elles étaient associées au nom d'un sportif, à savoir Joachim Noah, qui était censé à l'époque participer aux Jeux Olympiques de Londres, donc qui se sont déroulés en 2012, bien que finalement il n'ait pas pu y participer pour des problèmes de santé. Donc, l'utilisation de ces couleurs a été considérée comme un acte de parasitisme de la part de la société Lecoq Sportif. Cette décision est très intéressante également en matière d'évaluation du préjudice qu'a vécu le comité olympique. Précisons que ces chaussures n'ont pas été officiellement commercialisées, elles n'ont pas été détenues par des consommateurs puisqu'elles ont uniquement été mises en pré-vente. Une pré-vente portant uniquement sur une cinquantaine de modèles, donc un nombre relativement bas, pour des paires de chaussures à des prix relativement accessibles, à peine un peu plus de 100 euros. Les juges ont considéré que malgré l'absence de bénéfices relativement importants liés à la proposition donc, de ces baskets, cela n'excluait pas pour autant un préjudice économique réel du côté du comité olympique. Les juges précisent en effet que la rareté de ces baskets, qui a un impact commercial réel, a justement concouru à mettre en avant l'ensemble des produits Lecoq Sportif, puisque de nombreuses publications dans la presse, notamment spécialisées dans le secteur de la mode, faisaient état donc de ces nouvelles baskets. Le préjudice a également été appréhendé en tenant compte également du manque à gagner qu'a subi le comité olympique, lequel peut s'évaluer en fonction de la somme d'argent qu'il aurait pu normalement recevoir si un véritable partenariat avait été mis en place donc, entre le comité olympique et la société Lecoq Sportif. Enfin, le préjudice d'image auprès des partenaires officiels donc, du comité olympique a également été pris en compte. Donc pour ces 50 baskets seulement mises en pré-vente, la société Lecoq Sportif a été condamnée à réparer un préjudice à hauteur de 100 000 euros, ce qui met en avant la véritable sévérité des juges dans la condamnation des actes d'embauche marketing. Dernier exemple, qui est celui d'une loterie permettant à des clients d'une société de gagner des places pour les Jeux Olympiques, en l'occurrence les Jeux Olympiques de Vancouver. Les juges, dans cette décision, ont considéré que cette loterie pouvait également constituer un acte de parasitisme dès lors qu'elles ont été associées à des images, à des photographies de sportives égéries de la société donc, qui avait mis en place cette loterie et dont les publications faisaient croire à des victoires au cours des Jeux Olympiques de Vancouver qui étaient en train de se dérouler, alors que ces athlètes et égéries n'avaient pas gagné donc, de victoire dans le cadre des Jeux Olympiques, mais à l'occasion d'autres compétitions. Donc, du fait de ce contexte, encore une fois, les juges ont considéré que la loterie à destination des clients de la société défenderesse pouvait constituer même des actes de parasitisme.
Face à la diversité de ces décisions, on peut donc se demander si finalement la condamnation de l'embouche marketing n'est pas automatique. On pourrait dire que non, mais cela impose une véritable maîtrise de la communication qui est proposée par la société. Citons notamment l'exemple de Heineken qui a proposé The Country's Edition en 2016, donc des bouteilles de bière qui reprennent des drapeaux de l'Union européenne. Euh, cette commercialisation n'a pas entraîné de condamnation en parasitisme, notamment du fait du contexte dans lequel elle est intervenue, puisque Heineken a proposé à la vente ces bouteilles plusieurs mois avant le déroulement de l'Euro 2016 et a donc réussi à se dégager de ce contexte de compétition internationale. Autre cas marquant qui a été donc appréhendé par la Cour de cassation en 2014, qui est le cas d'une publicité faite par la société Fiat qui a reproduit donc un résultat sportif à l'issue d'un match de la Coupe du monde de rugby en mentionnant donc le résultat entre la France et l'Angleterre, tout en ajoutant une phrase plutôt générique du type Fiat 500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie. Voilà, une communication relativement neutre qui, selon les juges, n'était pas de nature à créer une ambiguïté quant au statut d'éventuels sponsors de la société Fiat et qui donc n'a pas justifié de condamnation. Pour conclure, je dirais donc qu'il faudrait souhaiter à toutes les entreprises qui sont actuellement intéressées par les Jeux olympiques de l'être tout autant à l'égard de valeurs qui ont un véritable sens en droit et en sport, de loyauté. Je vous remercie et je cède sans plus tarder la parole à Alexandre Minot-Chartier. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Maintenant qu'on a parlé des propriétés olympiques, on va parler des attributs de la personnalité des sportifs, des athlètes, mais c'est pas uniquement limité aux athlètes. Je vais vous partager mon écran. La règle 40 de la charte olympique prévoit les conditions dans lesquelles l'exploitation des attributs de la personnalité des athlètes pourra intervenir de la part des athlètes eux-mêmes, mais de partenaires. Alors, la raison d'être de la règle 40, ça remonte aux racines du mouvement olympique. Ça servait à préserver le statut amateur des athlètes. Aujourd'hui, on est rentré dans une vraie professionnalisation du sport, c'est une réelle économie. Donc, la règle a évolué pour que les sportifs soient également intéressés économiquement à l'exploitation de leurs attributs, de leur personnalité et notamment de leur image. Il faut savoir que en 2011, donc juste avant les Jeux de Londres, l'exploitation publicitaire de la personne, du nom, de l'image ou des performances d'un athlète était totalement interdite par le Comité international olympique. Ça a beaucoup été critiqué. Il y a eu notamment des critiques d'athlètes qui ne pouvaient pas faire de la publicité pour Nike parce que Adidas était le partenaire officiel des Jeux de Londres. On a une évolution qui est intervenue depuis, mais on a toujours une volonté d'avoir une protection de l'image des sportifs qui ne peut pas être exploitée totalement librement. Cette protection, elle est justifiée notamment parce qu'il y a une réelle économie derrière l'organisation des Jeux pour le CIO et pour les différentes instances nationales. Et puis, il y a une protection contre l'embouche marketing, comme l'a dit Pierre. L'embouche marketing, donc c'est défini juridiquement comme l'association de l'image de toute entité à des événements sportifs ou culturels, tout en évitant pour une société de venir rétribuer les organisateurs et donc de devenir sponsor officiel. On voit qu'il y a des enjeux financiers derrière qui sont très importants.
Il faut savoir que en France, c'est le Comité national olympique et sportif français qui va veiller au respect de l'éthique et de la déontologie du sport au terme du Code du sport, de son article L141-3. Et donc, la règle 40 de la Charte olympique fait partie de ces règles auxquelles le Comité national olympique et sportif français doit vérifier. Euh, Globalement, l'idée qui se cache derrière, c'est que si on avait une liberté totale pour les sportifs d'exploiter leur image, eh bien, ça viendrait réduire un certain monopole dont jouit le CIO et les comités nationaux olympiques respectifs dans chaque pays. Il faut savoir que on va avoir un comité ad hoc qui va être justement chargé du respect de la règle 40 et de venir prononcer d'éventuelles sanctions à l'encontre des participants indélicats qui ne respecteraient pas la règle 40. Je vais la détailler après. Et donc ces sanctions, elles peuvent venir d'un avertissement à l'encontre du sportif. Ça peut être la suspension, ça peut être son exclusion des jeux, mais ça peut également consister en des sanctions financières. Ça, c'est uniquement pour ce qui concerne les attributs de la personnalité des sportifs. À partir du moment où on va situer sur le terrain des propriétés olympiques qui peuvent être exploitées en combinaison avec l'image des sportifs, eh bien, on retombera classiquement sur de la contrefaçon, de la concurrence déloyale, du parasitisme, mais c'est pas l'objet ici. Les présentes slides, ce sont les consignes justement de communication, d'interprétation qui ont été faites par le Comité national olympique et sportif français de la règle 40. On voit que on a des slides qui sont assez détaillés parce que je crois qu'il y a une quarantaine de slides. Pour comparaison, le Comité national olympique des USA n'a qu'une vingtaine de slides, donc on est vraiment rentré dans le détail en France. On verra que on est peut-être rentré un petit peu trop dans le détail et notamment au détriment, par exemple, des clubs. Il faut savoir que la période des Jeux Olympiques est relativement restreinte et c'est ce qui va justement permettre d'avoir une restriction sur l'utilisation de l'image des sportifs. Euh, Tac, je vais vous la mettre. La période olympique, elle s'étend du 18 juillet, c'est-à-dire l'ouverture du village olympique, jusqu'à J+2 après la cérémonie de clôture, c'est-à-dire le 13 août 2024. Ça sera la même chose et la même logique pour les Jeux paralympiques, à savoir une période qui va s'étendre du 21 août jusqu'au 10 septembre. Cette période, c'est uniquement celle pendant laquelle il y aura des restrictions. En dehors de cette période, eh bien, les différents acteurs économiques pourront communiquer de manière standard. Les attributs de la personnalité, maintenant, il faut bien comprendre que c'est non seulement l'image des sportifs, c'est souvent ce qu'on voit en premier, mais c'est aussi leur nom et puis leur performance sportive. Donc le fait qu'ils aient eu des médailles, le fait qu'ils aient battu des records nationaux, mondiaux, olympiques, ça fait partie des attributs de la personnalité des sportifs et donc on a une restriction même sur les performances potentielles des participants. Les participants, ce sont donc les athlètes, tous les concurrents officiels, mais ce sont aussi tous les membres du personnel d'équipe qui vont participer aux Jeux Olympiques. Donc, c'est tout le staff, à savoir les anciens Olympiens qui ont participé à des Jeux antérieurs, ne sont pas concernés par principe par ces règles. Et donc, les participants eux-mêmes, les sponsors personnels qui ne sont pas partenaires officiels des Jeux Olympiques, les partenaires institutionnels, ça peut être les villes, les collectivités, les clubs et les fédérations, vont être restreints dans leur communication et leur publicité. La publicité, c'est toutes sortes de publicités, que ce soit de la publicité traditionnelle, la presse, la radio, la télévision, par affichage. Ça peut être aussi tout démarchage par SMS, email.
Et puis, ça va surtout être désormais la publicité sur les réseaux sociaux, tout ce qui est post, retweet, ça va être les stories également. Et puis, ça peut également avoir lieu par de la publicité en magasin ou encore lors d'événements où on a eh bien, des apparitions personnelles des sportifs lors d'événements qui sont organisés par certaines marques. Là-dessus, on va encore avoir une restriction. Pour les partenaires officiels, on n'a pas de restriction. Eux, ils vont pouvoir utiliser les propriétés olympiques telles qu'elles ont été définies précédemment. Et puis, l'image des athlètes qui pourra également être utilisée sous couvert d'avoir un contrat avec l'athlète dont on veut utiliser l'image et les attributs de la personnalité. Le risque, c'est que des sociétés eh bien, comme LVMH, par exemple, aient déboursé des sommes importantes pour pouvoir disposer des propriétés olympiques, les exploiter dans des publicités, mais derrière, qu'il n'ait pas forcément recours à de la publicité avec les attributs de la personnalité des sportifs, et donc que ça ne bénéficie pas aux sportifs, plus largement, d'avoir des contrats de sponsoring. Il faut savoir quand même que les Jeux Olympiques, c'est souvent un moment unique dans une carrière, qui est un moment unique sportif, mais qui est aussi un moment unique financièrement euh, pour certains athlètes qui ne n'auraient pas forcément de contrat de partenariat avec des sociétés de sponsoring en dehors des Jeux Olympiques. Tac. Pour tout ce qui est partenaire non olympique, eh bien, on va avoir une restriction pendant la période des Jeux. Les sponsors ne vont pas pouvoir utiliser d'images ou de vidéos des Jeux. Ils ne vont pas pouvoir utiliser d'images de lieux emblématiques de Paris, qui signifierait qu'il y a un lien avec les Jeux et donc, a fortiori, pas d'image des propriétés olympiques, ça, on l'a dit. Seuls les attributs de la personnalité des participants et leur palmarès pourront être exploités. Ça, c'est sous réserve d'avoir fait une notification un mois avant le début de la période des Jeux, donc c'est-à-dire avant le 18 juin, via un portail dédié. Et puis, il faudra qu'il y ait un plan de communication et de publicité qui soit constant. C'est-à-dire qu'il faudra que, à partir de 90 jours avant le début des Jeux, c'est-à-dire le 18 avril, il y ait une publicité qui soit faite déjà et qui n'augmente pas pendant la période des Jeux. Si on a une publicité générique par un partenaire non officiel qui ne reproduit pas les propriétés olympiques, mais qui va venir augmenter pendant la période des Jeux, celle qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, ça contreviendrait à la règle 40 et cette publicité pourrait être sanctionnée. Alors, en dehors des publicités génériques, il faut savoir que chaque participant va pouvoir adresser des messages de remerciement à ses sponsors non officiels. C'est un message de remerciement par sponsor non officiel. Il faudra faire un partage simultané sur tous les réseaux sociaux par le participant. C'est sur ces réseaux sociaux personnels uniquement. Il faudra, là encore, pas qu'il y ait d'utilisation des propriétés olympiques. Il ne faudra pas qu'il y ait de tag du partenaire non officiel dans le post et il ne faudra pas qu'il y ait de sponsoring sur les réseaux sociaux de ce post. En réponse, le sponsor, lui, il va être uniquement autorisé à publier un message de félicitations en partageant la publication du participant, mais c'est uniquement un repartage. Il n'y aura pas de possibilité de la part du partenaire non officiel de faire un message de félicitations sur les réseaux sociaux de manière spontanée qui viendrait montrer qu'il y a un partenariat entre eh bien, le partenaire non officiel et le sportif. Ce qu'il faut savoir, c'est que les partenaires personnels institutionnels, c'est-à-dire les ministères, toutes les collectivités territoriales, les villes, vont avoir une petite dérogation, puisque eux, ils vont pouvoir en plus adresser
un message d'encouragement, en plus du message de félicitations qu'ils recevront et du message de remerciement. Donc, il y a une petite dérogation pour tout ce qui est partenaire institutionnel. Globalement, les fédérations, pendant la période des Jeux, elles vont avoir différentes possibilités. Je les passe assez rapidement parce que c'est assez dense. Mais donc, ça va être des possibilités d'annonce des résultats qui vont se faire après que les comptes de l'équipe de France aient mentionné ces résultats. Ça devra toujours se faire sans mention des partenaires de la fédération. Euh, ils auront aussi la possibilité de maintenir les campagnes de communication qui avaient été autorisées pendant la période des Jeux, mais donc là, la même règle s'applique. Il faudra avoir commencé cette campagne de communication 90 jours avant le début de la période des Jeux. Euh, il y aura également des partages possibles de tout ce qui est poste de l'équipe de France, toujours sans mention des partenaires de la fédération. À côté de ça, on va avoir une autre limitation qui n'est pas, qui ne fait pas partie là des présentes slides et qui n'est pas réellement une restriction au terme de l'article 40, mais ça va venir quand même impacter les sportifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser librement leurs réseaux sociaux pour pouvoir faire de la diffusion des Jeux Olympiques en direct, notamment. Ça, tout partage en direct sur les réseaux sociaux est strictement interdit. Et puis, tout partage de vidéos qui durerait plus de 2 minutes sur les réseaux sociaux par un sportif est également interdit. On va aussi avoir une interdiction d'utilisation de photos ou vidéos qui sont modifiées ou générées par de l'intelligence artificielle. Globalement, les sportifs, ils vont pouvoir utiliser leurs réseaux sociaux quand ils ne sont pas utilisés pour l'exploitation de leur image par du contenu audio et vidéo jusqu'à 1 heure avant le début de chaque compétition et dans certaines zones uniquement. Il n'y aura pas de possibilité de filmer, par exemple, les cérémonies de remise des médailles olympiques ou les compétitions sportives en tant que telles, dont les hymnes font partie, par exemple. Je voulais mettre en avant un point un petit peu particulier qui est celui de la communication des clubs. On voit que pendant la période des Jeux, les clubs ne sont pas autorisés à promouvoir les participants ni à exploiter les attributs de leur personnalité. On a une règle qui est assez stricte là pour les clubs, qui paraît regrettable parce que pour certaines disciplines ou pour certains clubs qui disposent de financement limité, eh bien, on va avoir une restriction très forte. Et c'est regrettable pour des clubs qui vont former des sportifs, a fortiori des clubs semi-pro, ça arrive, et qui vont financer des sportifs durant toute la saison régulière. C'est une règle qui, pour les clubs, mériterait certainement d'être assouplie, éventuellement en prévoyant un mécanisme de redistribution pour que ça bénéficie aussi aux clubs formateurs et avoir une réelle économie du sport qui bénéficie aux clubs et aux clubs amateurs. Cette règle, je l'ai pas vue dans d'autres pays. Ça a l'air d'être une particularité française. Donc, c'est un point qui va être à suivre, qui est quand même relativement important. Ça concerne les clubs, ça concerne donc aussi les sportifs, parce que les JO, c'est un bien commun universel. Le cœur des Jeux, eh bien, c'est les performances des sportifs, c'est leur image. Et donc d'avoir une meilleure valorisation économique qui soit plus souple pour les sportifs, ça serait relativement important. On peut noter que les anciens Olympiens, eux, pourront être sponsorisés librement par des partenaires non officiels. Ça peut être un moyen, quand on n'a pas lancé son plan de communication avant le 18 avril, de venir faire du partenariat et de rattraper un peu les choses.
C'est possible que la règle évolue. Elle évolue de toute façon depuis 2012. On peut noter un cas intéressant, c'est que l'autorité de la concurrence allemande avait justement fait évoluer cette règle parce qu'il y avait eu une procédure pour abus de position dominante contre le Comité international olympique et le Comité national olympique allemand, en considérant que les règles étaient trop restrictives. Ça a permis de faire évoluer la règle pour avoir notamment les messages de remerciements et de félicitations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des règles qui sont dérogatoires pour les sportifs allemands et pour les partenaires non officiels allemands. Sur la question du principe de l'égalité de traitement, on peut se dire qu'il y a une potentielle rupture d'égalité entre les sociétés allemandes et les sportifs allemands. Et donc, ça mériterait peut-être quelques évolutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Éminent Chartier, d'en être revenu à l'essence, au cœur des Jeux Olympiques, aux athlètes, aux sportifs et plus précisément à leur image et à la valorisation de leur performance. Vous avez tous les trois prôné la prudence, presque l'abstinence, si je devais résumer. Abstenez-vous de communiquer en temps de Jeux Olympiques si vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une situation privilégiée à raison de votre statut ou à raison de stipulations contractuelles. Donc attention, voilà ce que j'ai retenu en tout cas de ce webinaire et je vous remercie vraiment puisqu'il est temps de clôturer, bien évidemment, l'heure est avancée, de clôturer ce webinaire et de clôturer aussi avec lui donc ce cycle de conférences qui était intitulé Le droit dans la promotion du sport. Je réitère mes plus sincères remerciements à nos trois intervenants de ce jour avec lesquels donc nous avons partagé notre pause déjeuner, mais également je remercie tous ceux qui ont participé à ce cycle et qui nous ont éclairés sur les sportifs, sur les manifestations, sur les organisations. Merci également à tous ceux et celles qui nous ont suivis, qui nous ont accompagnés fidèlement dans ce cycle. Vraiment, c'était un plaisir de vous accueillir et de voir votre enthousiasme à nous accompagner là-dedans. Et je vous dis à bientôt parce que vous vous en doutez bien, même si on clôture ce cycle, on a d'autres événements à venir et vous pouvez dénoter dès à présent dans vos agendas la date du 30 août qui marquera la célébration de la cérémonie de rentrée du Master 2 de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, je salue tous les étudiants qui se sont connectés et qui ont partagé avec nous la pause déjeuner. Et on mettra à l'honneur cette fois-ci le droit et la couleur ou les couleurs. Donc, au plaisir de vous retrouver. Passez une très belle semaine. Bien évidemment, viendra une communication officielle et une invitation officielle. Mais notez-le dès à présent. Je vous souhaite une très belle journée à tous.